Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Il y a un problème en immobilier et on nous pose souvent la question, on a souvent des lecteurs qui sont confrontés à ça. C'est un problème qui n'est pas vraiment immobilier mais annexe à l'immobilier. C'est comment convaincre son conjoint, comment faire en sorte que notre conjoint accepte ou se libère de ses croyances et accepte qu'on investisse dans l'immobilier. Est-ce que tu veux en parler ? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément simple à gérer quand on est confronté à ça. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir cette problématique-là, puisque j'ai fait beaucoup d'investissements avec mon ex-conjointe. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est jamais bon de devoir convaincre quelqu'un. Puisque si on doit le convaincre, ça veut dire que par défaut, il n'est pas convaincu et donc il a des doutes ou elle a des doutes par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc moi, là, ce que j'utiliserai, c'est ce que je réponds quand on me pose la question. Je pense que ça sert à rien de convaincre, il faut expliquer ce qu'on va faire, puisque nous, on est convaincus, donc il faut expliquer ce qu'on a compris, le faire pour soi. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un en couple qu'on doit tout faire ensemble, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans les investissements. Donc on peut très bien, de son côté, commencer à faire un investissement immobilier, un petit au début pour se faire la main, et montrer avec beaucoup de pédagogie comment ça fonctionne, les points forts, les points faibles, ce que ça va permettre de nous apporter dans le futur si on fait les choses correctement. Et donc moi, plutôt que d'essayer de convaincre par des mots ou insister quelqu'un, limite forcer quelqu'un à regarder une formation, ça nous arrive des gens qui nous disent « Ah ben moi j'ai demandé à mon compagnon ou ma compagne de regarder la formation que vous faites ». Je pense que la meilleure façon de convaincre, c'est par l'expérience. Et donc je le ferai de cette façon-là, jusqu'à lui montrer que voilà, on arrive à avoir des loyers qui couvrent les mensualités, donc on a quand même un enrichissement. Si on démultiplie ces opérations, on va pouvoir potentiellement remplacer notre salaire. Et ensuite, une fois que cette partie-là est en place, j'essaierai de faire peut-être rêver cette personne-là en lui montrant la vie que ça pourrait nous apporter si tous nos investissements se passaient bien. Donc j'essaierai de faire les choses de cette façon-là plutôt que de m'attaquer frontalement aux croyances limitantes que cette personne possède peut-être, puisque c'est là un chemin semé d'embûches et c'est assez compliqué d'aller faire sauter ses croyances sans y être exposé directement. Voilà, moi je pense que je ferai les choses de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Guillaume ? Alors moi, j'ai jamais été confronté à cette problématique. Il faut que je sois en empathie pour le faire parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse m'empêcher de faire quelque chose que j'ai envie de faire et qui est foncièrement positif. Bon, ça paraît, mais c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent. J'ai l'impression que souvent, le problème, ça vient du fait de trop parler. Par exemple, comme tu le disais, on peut avoir envie de montrer des choses à son conjoint, d'en parler, de lui expliquer. C'est vrai que quand on découvre quelque chose, souvent on est assez enthousiaste et on a envie de partager avec les gens qu'on aime, les gens autour de nous. Forcément, le conjoint, c'est la première personne. Donc on va lui en parler. « Ah, regarde, j'ai découvert ça, tu te rends compte, etc. » Et je pense que le drame vient de là. Je pense qu'il faut au contraire en parler le moins possible, ou en tout cas en parler qu'à l'étape qui est juste la prochaine. C'est-à-dire qu'il y a deux façons pour lesquelles l'investissement immobilier peut poser problème au conjoint. J'ai l'impression que la première façon, ça va être pour l'investissement immobilier lui-même, c'est-à-dire de dire « mais non, si tu mets une partie de nos économies là-dedans, on va les perdre ». Ça, c'est la première partie, mais la deuxième partie, c'est sur le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une forme de routine, ça les met en sécurité, et imaginer une autre vie, eh bien, ça les met en insécurité. Et donc, directement dire mais regarde, si on investit en immobilier, on va pouvoir arrêter de travailler, ça paraît trop gros pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit assez ouvert à ça. Donc ce que je ferais, encore une fois, c'est du conditionnel, je n'ai pas été confronté, donc c'est peut-être facile à dire, mais voilà, ce serait de parler le moins possible et de dire, par exemple, voilà, j'ai envie, pour préparer ma retraite, d'avoir un petit investissement immobilier et donc j'ai trouvé un petit studio ou un petit quelque chose. C'est pas grand-chose, je compte l'acheter et ça nous mettra en sécurité parce que c'est le locataire qui va
rembourser le crédit. Je ne parlerai même pas d'éventuels cash flow positifs, etc. Vraiment minimiser le risque et ne pas communiquer ou peu communiquer, avancer là-dessus. Et puis petit à petit, sans jamais parler à 2 étapes, juste parler à une étape au-dessus. Et comme ça, amener la personne. Alors si elle ne s'y intéresse pas du tout, la personne, c'est très bien. Si elle s'y intéresse, je pense qu'elle aura la capacité de s'y intéresser qu'une étape à la fois. Et j'ai l'impression que le problème, c'est de parler trop loin et que ça fasse peur. Et je pense que tu as dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Pourquoi convaincre son conjoint ? En fait, il faut déjà se poser la question, on peut très bien faire dans un couple des choses différentes de notre côté. Donc il n'y a pas à tout prix besoin de convaincre quelqu'un. Si votre conjoint ou votre conjointe n'accepte pas que vous fassiez quelque chose de votre côté qui engage que vous, alors bien sûr si vous le faites seul, il ne faut pas que ça mette à risque le foyer. Mais si vous le faites seul et que votre conjoint ou votre conjointe n'accepte pas ça, il y a quand même d'autres questions à se poser, puisque un couple c'est quand même 2 êtres humains qui avancent de façon individuelle et qui doivent se retrouver de façon collective dans quelque chose. Et si vous avez une personne qui vous met des interdictions par rapport à des choses que vous avez envie de faire vous-même, il y a probablement un problème un petit peu plus, un problème sous-jacent un petit peu plus fort. Donc la première question, c'est déjà de se poser la question, est-ce que je dois vraiment convaincre cette personne ? Après, on a la problématique des gens qui sont mariés sans contrat de mariage et qui, pour faire un crédit, doivent obtenir la signature de l'autre. Donc peut-être que la chose à faire, ce serait, si c'est ça qui pose problème, si l'autre n'a pas envie de s'engager, eh bien ce serait de réussir à avoir un crédit en étant le seul à signer. Et donc là, ça passe par la mise en place d'un contrat de mariage, de séparation de biens, pour éviter que l'autre soit à risque, ce qui de toute façon est une bonne idée dans tous les cas. Ça peut être l'étape administrative, mais je te rejoins sur le fait qu'on nous interdise de faire quelque chose qui est mauvais. Si mon conjoint m'interdit d'aller me saouler tous les soirs dans les bars jusqu'à 4h du matin, je le comprends. Mais si c'est interdire de faire quelque chose de positif et de foncièrement bien, comme investir en étant raisonnable, en faisant les choses posément, sans prendre de risques majeurs, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Et là, au contraire, je disais qu'il ne fallait pas trop en parler dans le sens de l'investissement immobilier, mais peut-être que la première étape, ce serait de parler de ça et de cette dynamique qui est bizarre, qui est en place. Et gardez en tête que quand on est en couple avec quelqu'un, on est en général la plus mauvaise personne pour le convaincre de quelque chose, puisqu'il y a une attache émotionnelle et une dynamique émotionnelle entre ces 2 personnes-là. Donc si vous voulez l'influencer plus que de le convaincre, c'est intéressant peut-être de le ou la mettre en contact avec... Une fois que vous avez fait votre travail préliminaire, comme on a dit, avec d'autres investisseurs qui ont déjà réussi ou avec une chaîne YouTube qui parle d'investissement pour que la partie émotionnelle que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne-là ne vienne pas trop influencer cette partie qui est plus rationnelle en termes d'investissement. Et c'est vrai qu'on écoute souvent plus volontiers des étrangers que les gens qui nous sont proches. Et pour conclure sur cette thématique, je pense qu'il faut quand même garder en tête ce que dit le conjoint, parce que ce sont souvent des doutes légitimes et ça peut être l'occasion de sous-dimensionner le projet pour justement rassurer le conjoint. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que peut-être trop d'investisseurs se lancent dans des projets qui les dépassent un peu en termes de taille et de conséquences en cas de mauvaises nouvelles. Et donc quelque part, il faut aussi écouter le conjoint et se dire que sa volonté, c'est de nous protéger. Et donc profitons-en. C'est comme la banque, quand elle nous refuse du financement, il y a aussi une question qu'elle a un doute sur quelque chose et que parfois ça nous protège. On se plaint toujours des banques, mais combien de fois la banque a littéralement sauvé des gens qui se précipitaient dans des investissements catastrophiques, ou en tout cas qui n'étaient pas eux capables de les gérer. Donc la banque agit comme un garde-fou. Ayons aussi cette vision de dire parfois le conjoint nous protège contre nous-mêmes. Et donc si on sous-dimensionne les choses, par exemple si on a la capacité d'acheter un appartement à 100 000 €, eh bien commençons par un garage à 15 000 €. Au final, ça permet de toujours progresser et de ne pas se mettre à risque. Et soyons reconnaissants pour ce côté-là. Mais c'est vrai que si on réussit à déclencher le petit investissement, même tout petit, je pense que le plus gros du travail est fait. Il n'y a plus qu'à continuer des choses, peut-être plus lentement que si on était allé à fond, mais aussi avec moins de risques. Mais le petit travail, ce sera de déclencher cette petite chose et ensuite ça devrait suivre.
Et voilà, je pense que pour ça, effectivement, mieux vaut ne pas trop parler, ne pas trop faire des plans sur la comète et rester sur des choses très concrètes et juste à la prochaine étape sans plus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.